Ah, diantre, vous êtes là. Et bienvenue dans la review du chapitre 8 de The JoJo Land. Et oui, je sais, ça fait 3 mois que j'ai disparu. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus, je vous réserve un petit message à la fin de la vidéo. Mais du coup, vous avez vu certainement la semaine dernière popper une vidéo de Bizarre Sissi. Incroyable, il refait des vidéos sur le chapitre 6. Donc vous vous attendez à une review sur le chapitre 7. Et bah non. Le chapitre 7 n'aura pas de review. Tout simplement parce que tout ce que j'ai dit qui allait se passer dans le chapitre 6 c'est effectivement passé dans le chapitre 7, donc quelque part il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. À part peut-être une explication plus claire de ce qui s'est passé avec Usagi. Pour ça, si ça vous intéresse, j'en ai fait un thread Twitter. Vous pourrez aller regarder, je vais mettre le lien dans la description si je n'oublie pas. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et c'est parti pour la review. Un petit détour à la police d'Hawaï. On commence avec la fin du combat contre les chats. Non, je déconne! On s'en fout! C'est bon, on a vu 2 chats dans un filet, l'un s'est fait toucher à la patte, donc c'est bon, ils sont vaincus, hein. Ne pas savoir ce qui leur arrive, ça a son importance. Mais on en reparle à la fin de la vidéo, si j'oublie pas. Parce que je l'ai pas écrit. Bon, mais du coup, on est proche de l'aéroport et Jojo se retrouve accosté par des filles en bikini. Encore. Et j'ai pas compris de sur cette scène. Soit c'est la scène habituelle du Joestar qui plaît aux filles, soit c'est la version police d'Hawaï du coup du flic infiltré en bikini. Sauf que là, il y a 3 flics qui écoutent littéralement 15 cm. Les mecs, c'est juste impossible que ça marche, vraiment. Avec vos chapeaux moches, là. Dans ces cas-là, je suis toujours tiraillé entre décider que Araki est illogique ou qu'il est vraiment anti-police. C'est l'un des deux, c'est sûr. Bon, en tout cas, ces flics semblent en vouloir à la JoJo Team. Ce sont sûrement les flics que Rohan a appelés, et comme Paco le fait remarquer, il doit avoir tenu sa langue. Là, je pense qu'il les soupçonne juste parce que Paco est habillé comme Rambo. Voilà tout ce que j'ai à dire sur la présence de la police en début de ce chapitre. Voilà, j'ai pas vraiment compris plus que ça. On passe maintenant à la famille d'Usagi. Après l'intervention de la police, on a droit à une scène où la JoJo Team discute, et elle est très étrange. Usagi parle de sa famille. Une famille qu'il présente succinctement, une mère qui a de l'argent et un père ouvrier fauché par un bus. Et voilà, c'est ça que je trouve bizarre dans cette scène. Tout paraît extrêmement normal. Mais d'où? De qui, dans JoJo, on connaît la famille? Une famille normale. Comme ça. Généralement, quand on parle de famille, c'est toujours une dynastie comme les Joestar, les Brando, les Epeli ou les Higashikata. A priori, dans JoJo, on ne parle de la famille seulement si elle est importante. Donc, d'un côté, on a des familles légendaires, et de l'autre... non. J'ai pas l'impression qu'Araki essaye de nous indicer que la famille d'Usagi serait plus importante que ce qu'il laisse dire. Je pense vraiment que c'est juste une scène pour montrer qu'Usagi demande de l'argent, et qu'il sait dire ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. J'ai besoin d'argent. Ta famille est pauvre? Non, mais mon père est mort. Plutôt efficace. Voilà, vous aviez sûrement oublié cette scène et vous aviez très certainement bien fait, mais n'attendez pas un seul chapitre de JoJo Land où ce con de Bizarre Sissi va pas pointer du doigt Usagi comme une bête de foire. Parce que c'est mon préféré. Ah, et aussi, il se rapproche encore du TDAH en disant qu'il est très dépensier, mais ça c'est pas hyper important. On passe au sujet un petit peu nit du chapitre, les expériences. Finalement, si Usagi a demandé un billet, c'est pas pour s'acheter un autre hamburger, c'est en fait surtout pour commencer les expériences. Et comme d'habitude avec ce perso, poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on sait sur la lave? Elle attire les objets de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Et surtout, sur qui est indicée la valeur? Pour répondre à ces questions, il faut faire des expériences. Et là, je suis assez content de faire des reviews parce que si j'en faisais pas, j'aurais juste attendu que Jojo nous explique au chapitre suivant le fruit des expériences. Jojo nous sort donc sa petite méthode expérimentale hypothético-déductive. On part d'un constat, on fait une hypothèse,
puis on teste cette hypothèse par une expérience. Vu que j'ai été formé à cette méthode scientifique que j'aime pas, je vais être plutôt tatillon pour le coup. Voici l'expérience. Un billet appartenant à Dragona touche la lave puis est lancé. Après un court moment, le billet est revenu. Ici, on a deux choses à comprendre. C'est l'objet qui revient et pas sa valeur, comme on peut le voir au logo chelou d'Usagi. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on peut investir quelque chose et avoir l'assurance qu'il reviendra. Et c'est le plus important pour moi avec cette expérience. Voilà ce qui rendrait riche n'importe qui. La lave donne le pouvoir à celui qui l'a d'investir sans aucun risque de perte. Donc là, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer davantage, hein, je pense que tout le monde a compris. Mais du coup, je vous propose un petit exercice. Dites-moi en commentaire, ou juste réfléchissez, mais c'est mieux de mettre en commentaire parce que ça fait du référencement, ce que vous feriez si vous aviez cette lave. Ou alors, tout simplement, dans quoi Jodio va investir. Personnellement, je ferais très simple et pas très fun, j'irais au casino. J'aurais l'assurance de ne jamais perdre ce que je parie, et donc nécessairement je pourrais faire beaucoup d'argent, et avec cet argent, je créerais la Steel Ball Run. Et ouais, il y a des gens qui ont des rêves beaucoup plus cool que les autres. Bon, merci pour les réponses, mais du coup ça pose d'autres questions. Par exemple, que se passe-t-il si l'objet est détruit? Est-ce que les objets contenus dans la force de la lave sont indestructibles? À voir. Qui doit toucher la lave pour le processus? Le propriétaire de l'objet de valeur? L'objet lui-même? Et comment s'est déterminée la propriété? Là, c'est le billet de Dragona qu'elle a donné à Usagi, et le billet est retourné à Pako. Au final, c'est Usagi qui le tient, c'est lui qui l'a lancé, et qui l'a touché avec la lave. Alors, qui est le propriétaire du billet? Usagi? Dragona? Pako? Le groupe entier? La question est encore vachement floue pour moi. Troisième question, here comes le... C'est pas possible cet accent. Here comes le tatillon scientifique. Ils n'ont pas fait de groupe témoin. J'ai pas super envie de vous expliquer ce que c'est parce que ça va me forcer à faire des schémas assez chiants au montage. Mais ce que ça implique, c'est que techniquement, on ne peut pas prouver que c'est la lave qui a fait revenir l'argent. Bon, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais voilà, je me devais d'être légèrement tatillon à un moment. Le coup de la mouche, c'est un petit peu gros pour que ce soit arrivé par hasard, mais techniquement, on n'est pas sûr que ce soit pas arrivé par hasard. Oubliez ce que je viens de dire, mais arrêtez de regarder mes vidéos, c'est nul. Dernière question maintenant, comment les objets reviennent? Lorsqu'il s'agissait des chats, ils m'ont semblé être attirés magnétiquement par la lave, alors que le billet a nécessité une mouche dans un sprite, puis un remboursement. Encore une fois, je pense qu'ici la réponse est claire. C'est Araki qui décide. Si Araki se sent créatif, alors le procédé sera créatif, sinon un pouf suffira. Voilà pour mes questions sur les expériences, et puis maintenant on n'a plus qu'à parler du cat killer. Le cat killer. Notre petit groupe a fini sa première expérience et ils font ce que j'aurais naturellement fait après. Aller toucher des objets de luxe avec la pierre pour voir s'ils m'appartiennent ensuite. Après avoir établi qui pouvait entrer sans faire trop chelou dans le magasin de luxe, avoir caché la lave dans le collier de Dragona et répété au moins 10 fois qu'ils n'allaient rien voler, ils entrent dans le magasin. À ce moment-là, Usagi sort un truc que j'aurais bien fait doubler si j'avais eu du temps parce que c'est complètement débile comme phrase. Dit le gars qui a psychoté sur les parents d'Usagi. Dragona réussit ensuite à montrer son argent au vendeur, Usagi joue le gros plouc et c'est parti pour l'expérience avec 4 monstres de luxe. Soudainement, le vendeur avertit les vigiles et enferme nos protagonistes puisqu'une des montres manque. Au même moment, Jodio ouvre le sac et panique en voyant non pas une montre, comme le suggérait la suite des pages, mais la dépouille de nos 3 mousquetaires. J'ai rien compris. Ça veut pas dire que j'ai rien à dire, mais j'ai rien compris. Procédons au cas par cas avec Usagi et Dragona. D'après ce que je vois, la montre qui a disparu n'a pas été touchée par Dragona ou la lave. Usagi ne l'a pas, Dragona non plus, alors où est-elle? Aucun propriétaire de la lave ne l'a touchée et elle a disparu. Je ne comprends pas et je ne souhaite pas soupçonner le vendeur du magasin. Un pouvoir est à l'œuvre et on ne sait pas comment il fonctionne. Peut-être est-ce un secret de la lave ou l'effet d'un stand qui approche.
Là-dessus, je n'ai rien à ajouter, à part qu'à la place d'Usagi, je commencerai à demander à Dragona une nouvelle montre. Juste pour sortir du magasin, hein, mais c'est le moment d'utiliser Mate Kudasai pour moi. En parallèle, Jodio, en voyant les chats dans le sac, a immédiatement accusé une entité que j'appellerais le Cat Killer. Jodio accuse donc le Cat Killer de lui adresser un avertissement. Ce Cat Killer, c'est celui qui menaçait Rohan. C'est également le propriétaire des chats, qui n'était pas sauvage. Pour tout ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce moment-là, je vais accorder une confiance totale à Jodio là-dessus. C'est bien un avertissement du Cat Killer. Et donc nous n'avons plus que 3 questions. Où est la montre? Pour moi, c'est le Cat Killer qui l'a. Il est lié à la lave, peut-être qu'il peut faire communiquer les laves. C'est à mettre en perspective avec le fait que Rohan avait 2 morceaux de lave. Je peux pas expliquer en moins de 5 minutes ce que ça change, mais je pense que ça change quelque chose. Deuxième question, comment les chats se sont retrouvés dans ce sac? Pour le coup, c'est mystérieux. Moi, je dirais qu'il est tout simplement très proche et qu'il met la pression avant de se montrer. À côté, Revive a dit que les chats étaient le stand du Cat Killer. Alors du coup, moi je dirais que je préfère sortir mes reviews en retard plutôt que de balancer des trucs aussi inconsistants dans mes vidéos. Ça a marché avec Diosama, ça va marcher avec Revive. Bon, sérieusement, si je dis ce que moi j'en pense, c'est que le Cat Killer a un stand, ou au moins un pouvoir, qui permet de faire changer les objets de place. C'est extrêmement simpliste hein, comme hypothèse, mais voilà, c'est la mienne. Et enfin, dernière question, qui est celui qui a fait ça? Il n'y a vraiment aucun moyen de le savoir, mais on peut déjà un peu prédire certaines choses. Le Cat Killer est pour moi un membre d'une organisation fondée autour des pouvoirs de la lave. Ce n'est certainement pas le boss, et c'est tout ce que je vais en dire. Le reste ne serait que spéculation sans preuve, et c'est pas ce que j'aime faire, hein, vous l'aurez compris. J'ai très hâte d'avoir le prochain chapitre pour répondre à mes questions. Et là que je lis ma petite note de texte, j'ai oublié qu'il fallait que j'improvise un truc sur les chats qui ont été tués hors champ. J'ajoute à tout ce que j'ai dit qu'effectivement le fait que les chats sont morts hors champ, si on peut dire ça, amplifie le côté menaçant et horrifique du Cat Killer. On ne sait pas vraiment si c'est un genre de dresseur de chats démoniaque ou s'il a plusieurs autres animaux, genre je sais pas, c'est peut-être un dresseur d'animaux avec des stands. On ne sait pas si les chats c'était genre des mercenaires. En fait, on n'a aucune réponse sur ces chats, ils ont juste été butés comme si c'était des sous-fifres. Et voilà, en fait, les chats vraiment, ils ont été là pendant 2 chapitres. On n'a pas eu de nom de stand, on n'a rien eu en fait, on n'a eu aucune information sur eux. Donc ça pose vraiment un gros mystère. Donc, je pense que ça va être éclairé parce qu'il y a très peu de personnages dont on n'a ni le nom, ni la description du stand. Donc je m'attends à ce que notre Minacing Cat Killer nous en dise un peu plus. Ok, et bah la review du chapitre est finie. Merci à tous d'avoir regardé et c'est l'heure pour ceux qui voulaient d'autres informations d'ouvrir les oreilles, j'imagine. Donc voilà, c'est parti. J'ai un petit peu envie de vous expliquer ce qui s'est passé pour que je ne sois plus là sur les réseaux. D'une part parce que ça fait du bien de parler avec une petite communauté. C'est toujours sympa de s'exprimer face à une caméra. Et d'autre part parce que tout simplement vous avez été nombreux, j'ai même été étonné, à me demander ce que je foutais. Bon, pas dans ces termes, mais genre il y en avait pas mal qui s'inquiétaient ou au moins qui étaient dans l'incompréhension. Pourquoi il n'y a plus de vidéos? Long story short, j'allais mal. Tout simplement mal. C'était un moment où quand j'allais sur mon ordi, j'étais juste trop stressé. Alors, j'y allais tout le temps, hein. Je vous assure que vraiment j'étais tout le temps sur cet ordi, mais c'était extrêmement stressant. Je veux dire, l'ordi était plus un vecteur de stress qu'un vecteur de créativité comme il a l'habitude de l'être pour moi. J'ai vécu une douleur que vous allez probablement vivre un jour et que vous avez probablement déjà vécu. Loin de moi l'idée de vouloir faire la pauvre victime, j'ai plutôt bien pris la chose. Je l'ai vécu à la bizarre Sissi, comme j'aime bien le dire, et j'aimerais vous donner des détails
pour que ça fasse écho en vous ou pour que vous ayez une représentation de ce que ça peut être, quelque chose qui s'approche d'une dépression. Et pour ça, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet, une vidéo où j'aurais pas besoin d'écrire de texte et pas besoin de faire du montage de préférence, et ce serait tout simplement une vidéo sur la dépression et surtout comment ne pas rentrer dedans. Dites-moi en commentaire si ça vous évoque quelque chose, si vous avez vraiment envie que je fasse ce genre de vidéo. Et tout ce qu'il me reste à dire, c'est que c'était Bizarre Sissi. À la prochaine.